Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 19 octobre 2025. On s'excuse, ça n'a pas parti immédiatement sur Rumble et on a dû finalement fermer Getter, repartir Rumble. Des fois, c'est des petits trucs comme ça. On a des petits pépins techniques. On parle aujourd'hui de tout ce qui se passe, en fait, de ce qu'on pourrait appeler, de ce que Kirill Dmitriev semble appeler le début de la tempête. Hein, il nous a mis un beau truc, un beau emoji de tempête avec l'arrestation pas l'arrestation, mais la mise en accusation de John Bolton. Donc, est-ce que les Russes savent quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on est au début de la tempête? On semble être dans Octobre rouge puisque les chasseurs sont devenus des chassés. Et tous ceux qui ont accusé Trump, qui ont poursuivi Trump pour toutes sortes de motifs politiques, c'est ce qu'on a vu en 2024 avec les poursuites sans fin, se retrouvent sous la loupe, comme Jack Smith ici. Jack Smith, donc les législateurs républicains accusent l'ancien procureur de Trump, Smith, de faute professionnelle selon le New York Post. Jack Smith fait l'objet d'un nouvel examen du ministère de la Justice. C'est ça, hein, The Hunters Become the Hunted. Même chose ici avec Fani Willis. Georgia prosecutor seek extension to appoint new Trump case prosecutor. Elle a été rejetée de la poursuite contre Trump et finalement, il n'y aura pas de nouveau procureur contre Trump. Hein, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des malversations avec un amoureux et tout, et finalement, ça s'est retourné contre elle. On l'a tassé et le dossier contre Trump s'effondre. Même chose avec Laetitia James, ici, la procureure générale de New York, Laetitia James, inculpée pénalement, etc., etc. Donc, et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose d'absolument inusité dans le monde politique occidental, c'est-à-dire que des personnes en autorité à l'intérieur du système de justice, comme James Comey, se retrouvent inculpés. Là, maintenant, on a John Bolton. C'est tout à fait unique. Et vous voyez, il y a une petite section dans ce web journal-ci où est-ce que je vais parler de Pierre Poilievre, qui a dit que sous Pierre Trudeau, sous Justin Trudeau, il y avait eu des crimes qui avaient été commis et la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, là, notre DGSI, a finalement passé l'éponge sur les crimes de Trudeau, etc. Et là, tout d'un coup, il s'est passé, il y a eu une espèce de mouvement où Pierre Poilievre, qui est le chef de l'opposition au Canada, est pratiquement devenu tout d'un coup une menace à la démocratie. Pour avoir affirmé des trucs que, ouais, ben on devrait respecter la règle de droit et tout. Tu vois, c'est comme plus du tout normal de respecter la règle de droit en Occident, alors qu'aux États-Unis, c'est ça qui se passe. Oui, donc ceux qui enfreignent la loi se retrouvent devant les tribunaux, etc. C'est le principe même du post 48-66, The Hunters Become the Hunted. Les chasseurs deviennent les chassés. C'était aussi ce que Trump avait dit l'été dernier, rappelez-vous, dans une réunion à la Maison-Blanche. Il dit « The Hunters Become the Hunted ». « The Hunters Become the Hunted ». Je ne me rappelle plus exactement comment il a dit ça. Et donc, est-ce qu'on assiste au début de la tempête, comme nous le dit Kirill Dmitriev? Il y a d'autres choses aussi intéressantes, comme par exemple les affirmations de Kash Patel. On va voir ça tout à l'heure dans donc, il dit que c'est Comey, Bolton, c'est le début des arrestations et qu'il y en a d'autres qui vont suivre d'ici la fin de l'année. On va aller voir ça. Il y a aussi, on a une section sur les bouleversements géopolitiques sans précédent depuis plus d'un siècle avec tout ce qui se passe. Le tunnel proposé entre la Russie et l'Alaska, entre la Russie et les États-Unis. Et on va voir comment ça se joue aussi avec... je veux dire, il y a un lien entre ce qu'on avait expliqué avec le Canada 51e État. Vous voyez? Donc, je ne pense pas que le Canada a vocation de devenir 51e État. Je l'ai déjà dit pourquoi, parce que ça prend des référendums. Et compte tenu de... Moi, j'ai l'impression que c'est des référendums, encore une fois, pour revenir là-dessus, des référendums où on poserait la question à savoir, est-ce que voulez-vous adhérer aux États-Unis de Trump, ou même après ça, s'il y a d'autres républicains, etc. J'ai l'impression, moi, que la population canadienne va préférer se suicider plutôt que de faire ça, même si on est en ruine économique complète. Il y a des gens pragmatiques qui pourraient dire, ouais, ben écoute, on n'a pas le choix, nos finances sont à terre, notre dette explose, parce que là, présentement, c'est ça qui se passe, là. Si vous écoutez les gens qui analysent l'économie,
notre dette ne cesse d'augmenter. Elle explose, la dette sous Carney. C'est comme les dépenses sont complètement hors contrôle. On a une dette comme pire qu'avec Justin Trudeau, c'est-à-dire on s'endette pour payer, évidemment, comme des trucs comme l'immigration, etc. Et nos industries déménagent, c'est-à-dire là, présentement, tout le secteur automobile qui est situé en Ontario va déménager aux États-Unis, ce qui va faire plonger l'économie de l'Ontario. C'est le cœur économique du Canada avec l'Alberta. Il va probablement plonger le Canada dans une récession, hein, parce que en termes d'industrie, là, le Québec avait l'aéronautique et l'Ontario avait l'industrie automobile. Là, Trump, il dit, ouais, non, c'est à nous l'industrie automobile, puis il ramène tout ça aux États-Unis, puis il n'y a pas de négociation là-dessus. On n'est pas capable de... Carney, tout ça, ne sont pas capables de le faire plier. Et donc, récession économique mélangée à des dépenses galopantes complètement hors contrôle, ça présuppose, je veux dire, ça laisse entrevoir un effondrement économique, comme je l'avais expliqué dans le web journal, c'est-à-dire qu'on sera, les capitaux vont aller aux États-Unis, puis nous autres, on va être prêts avec la dette et les services sociaux, on va s'effondrer, etc. Je l'avais expliqué tout ça. Mais je pense encore une fois que même malgré ça, les Canadiens sont quand même suffisamment suicidaires pour voter contre une adhésion aux États-Unis. Ça va prendre des référendums de toute façon, etc. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu, c'est, quand je dis les bouleversements géopolitiques sans précédent, l'enjeu, c'est la reconfiguration complète du commerce international. C'est ça qu'on est en train de voir présentement avec une reconfiguration complète du commerce international, comme on l'a vu par exemple, à l'époque de Christophe Colomb, quand ils ont découvert l'Amérique, il y a eu comme des reconfigurations commerciales. Il y a eu même chose avec quand Marco Polo a trouvé la route de la soie, est allé jusqu'en Chine. Et puis, on est dans ce genre de gigantesque bouleversement économique. Et ceux qui vont perdre là-dedans, c'est finalement l'Europe, parce que les routes commerciales vont être redirigées à l'extérieur de l'Europe. Okay? Et ce qui va se passer, c'est ça, c'est que l'Europe, qui s'entête dans cette guerre en Ukraine, etc., va finalement subir à peu près le même sort que le Canada, c'est-à-dire avoir de moins en moins d'opportunités de commerce, de débouchés, et puis d'arrivée de produits, etc., etc. Et donc... Voilà, mais donc, je voulais dire avant de commencer aussi, j'ai dit, bon, c'est Octobre Rouge, mais je tiens absolument à faire je m'excuse, je ne le fais jamais, là, une petite aparté sur les finances de Radio-Québec qui vont très mal depuis le mois de septembre. Ça n'a pas à voir avec, comme les gens pourraient dire, ouais, tes prises de position. Non, c'est pas ça. C'est pas. On va être transparent en plus là-dessus la semaine prochaine. C'est des réclamations de Revenu Québec et on est dans le rouge. On est sur la marge de crédit sur la marge de crédit de l'entreprise depuis un bon bout de temps et on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, on va faire un appel particulier aux dons aujourd'hui. Ça pourrait menacer à terme la survie de Radio-Québec si on n'est pas capable de couvrir les opérations avec les contributions des gens. Les gens qui nous font des fois des petits, des moyens, des fois des gros dons et on est totalement humble face à ça et on remercie les gens du fond du cœur. Sauf que là, on a un problème particulier. On avait eu le même genre de problème, je pense, en septembre 2021. On avait fait un appel à l'aide et les gens avaient bien répondu à ce moment-là. Et puis là, on est un petit peu dans la même situation. On est dans la merde, comme on dit. Et donc, j'en parlerai peut-être plus la semaine prochaine, mais je montrerai des documents et tout ça. Et donc, pensez à nous si vous en avez l'occasion. Pas ceux qui contribuent régulièrement, pas ceux qui envoient, qui nous ont déjà aidés, mais encore une fois, je fais toujours appel à cette espèce de vaste bassin du 99% des gens qui nous écoutent et puis qui ferment le web journal. Il y a un travail qu'on fait et puis on a des factures, on est une entreprise et puis il faut arriver à joindre les deux bouts. Puis pour l'instant, on n'arrive pas. Donc, c'est un appel. Je tends la main aux 99%, là, et non pas comme Darth Vader à Luke, là, je suis ton père, mais plutôt comme... Je rigole, mais ça va mal, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'on est dans Octobre Rouge, où on est, c'est ça, dans Octobre Rouge. Et John Bolton inculpé, on y reviendra à la fin du web journal, comme vous le savez. Là. John Bolton inculpé, ça c'est
c'est très intéressant. Il y a des trucs intéressants à analyser là-dessus. Donc, l'ancien conseiller de Trump, John Bolton, inculpé pénalement après James Comey, le directeur du FBI. Encore une fois, on n'a jamais vu ça dans aucun pays occidental. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit ah, la justice ne fonctionne pas bien. Imagine, tu sais, c'est quoi qui se passe quand on dit la justice ne fonctionne pas bien dans mon pays, les juges sont corrompus et où les politiciens ne vont jamais en prison, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu tiens ce genre de propos sur les réseaux sociaux ou même ailleurs, là, devant les caméras, ou si tu es un politicien puis tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es immédiatement identifié comme une menace à la démocratie. C'est-à-dire que si tu dénonces le système corrompu, tu es une menace à la démocratie. C'est comme si tu allais aux Jeux olympiques, puis là, tu dis, ouais, ben, le gars à côté de moi, il prend des stéroïdes, tu vois, il est comme une menace aux Jeux olympiques. Tu sais, quand tu dis, il y a de la triche, etc., tu deviens une menace. Tu n'es pas celui qui sauve l'intégrité d'eux. Tu deviens une menace à la démocratie, une menace aux Jeux olympiques. Et donc, c'est absolument farfelu tout ça. Si tu dis que les élections ne sont pas tout à fait net, et puis il y a potentielle menace à la démocratie, etc. Donc, quiconque lève un doute sur les magouilles, les manipulations, etc., non, non. Et sauf aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est possible de le faire. Et donc, John Bolton a été accusé de 18 chefs d'accusation en vertu de la loi sur l'espionnage. C'est majeur sur l'espionnage. Hein? Donc, sauf que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, évidemment, Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pas grand-chose, en fait, parce que je pense, j'ai toujours été... rappelez-vous, John Bolton, c'est lui qui avait remplacé Mike Flynn et qui, après un intérim, là, qui avait remplacé Mike Flynn et puis que Trump avait mis là pour faire peur, faire croire à l'État profond qu'il allait envahir l'Iran. Et là, tout le monde, et là, à ce moment-là, j'avais comme plein de personnes qui disaient, tu vois, Alexis, Trump n'est pas pour la paix, Trump a nommé un faucon, un néoconservateur, et il va attaquer l'Iran, etc. Je disais, non, non, il ne va rien se passer, non, il ne va rien se passer. Et comme de fait, il ne s'est rien passé. C'était juste pour, encore une fois, faire diversion, etc. Mais John Bolton, finalement, il va probablement, mon analyse est qu'il ne va probablement pas payer très cher ou ne pas payer du tout pour ces accusations. Donc, on a ici Gunther Eagleman, CNN, qui dit hein, donc, John Bolton est libre de rester hors de détention et sans surveillance, mais il n'est pas libre de quitter le pays. Et là, on nous demande pourquoi est-il traité avec tant de douceur? Pourquoi est-il traité avec tant de douceur? On nous dit ici, par ailleurs, Jack Posobiec, au micro de Steve Bannon, le problème de Bolton ne se limite pas à une mauvaise gestion des documents classifiés, parce que ce qui est allégué, c'est qu'il a fuité de l'information classifiée et aussi qu'il a vendu de l'accès, c'est-à-dire qu'il a pris de l'argent en échange de documents, tu vois, en échange de secrets d'État, etc. C'est ça la loi contre l'espionnage. Il a vendu des documents officiels, top secrets, en échange de rétribution. Mais là, bizarrement, il ne va pas avoir une grosse sentence, une grosse peine. Donc, ne se limite pas à une mauvaise gestion des documents classifiés, parce que essentiellement, ce qu'il dit, c'est qu'il a envoyé des documents top secrets à sa conjointe et à sa fille sur des serveurs non sécurisés, etc., etc. Et puis, il y a eu une intervention, ces documents-là ont été interceptés et tout ça. Et donc, il s'agit d'actions. Merci beaucoup aux gens qui font des dons en ligne. C'est comme merci. Voilà. Donc, il s'agit d'interaction, il s'agit d'actions hors de ses fonctions potentiellement contre de l'argent. Il s'agit d'actions hors de ses fonctions potentiellement contre de l'argent liées à des lobbyistes alors qu'il était à la Maison-Blanche sous Trump. Il s'agit de vendre de l'accès. Des renseignements de la CIA pourraient révéler avec qui Bolton travaillait et comment il a monétisé ses activités, donc ses accès à des documents. Et puis là, après ça, Benny Johnson interviewe un procureur d'expérience
l'ancien procureur Brett Tolman, procureur fédéral, qui dit l'ancien procureur américain Brett Tolman a déclaré que John Bolton était sur le point d'être condamné pour sa mauvaise gestion de documents classifiés, mais il a ajouté qu'il s'en sortirait probablement avec une peine légère et rare. Le taux de condamnation pour ces affaires fédérales est de 95 %. Quand on se retrouve devant les tribunaux fédéraux comme ça, le taux de condamnation est de 95 et généralement, ça implique de la prison. Mais dans le cas de Bolton, ça va être une peine légère. Pourquoi ça va être une peine légère dans le cas de Bolton? Parce que Bolton, évidemment, c'est encore une fois tout ce jeu d'espionnage, comme on pourrait dire avec Mike Pence, etc. Là, il y a Flynn qui décharge sur Pence, mais encore une fois, Pence, je l'ai déjà expliqué, Pence a participé à toute l'opération du début jusqu'à la fin, a les mêmes informations que le président et aucun gain aurait pu être effectué dans le premier mandat si Pence avait été corrompu. Ce que tu veux faire, par exemple, c'est faire croire à tes adversaires, comme pour le cas de Pence, là, c'est de faire croire à tes adversaires que tu es avec eux, que tu es un conspirateur, que tu conspires avec eux. Tu sais, il y a des gens qui essayent au Congrès, tout ça, dans la CIA, qui essayent de renverser Trump. Là, tu veux te coller sur ces gens-là, puis dire, ouais, je suis avec vous, je peux vous donner de l'information, mais finalement, tu les fourres, tu comprends? C'est comme on dit en québécois, là, tu les baises par en arrière et tu informes le président, la NSA, etc., de tout, des patriotes, de toutes les actions de tes co-conspirateurs. C'est le principe même d'un agent double, OK? Et donc, Pence n'aurait jamais... Et ça, c'est encore plus vrai dans une stratégie à la Sun Tzu où est-ce que Trump veut paraître... Il ne veut pas montrer l'image d'une Maison-Blanche qui a... et d'un bureau ovale qui a tout bien coordonné, d'une opération militaire ficelée au quart de tour, military planning at its finest. Tu ne veux pas donner cette opération-là, cette image-là de... Tu veux dire, nous sommes compromis, nous avons été infiltrés de l'intérieur, mais finalement, tu coules des faux secrets, puis vous comprenez ce que c'est ça le travail de Pence. Et si on comprend que la continuité du gouvernement était nécessaire, Pence a fait son travail. Donc là, quand il faut savoir lire entre les lignes, quand Flynn attaque Pence, voilà, donc ça c'est pour Pence, mais c'est la même chose pour Bolton. C'est la même chose pour Bolton ici. Rappelez-vous les premiers posts de Q en avril 2018, alors que Bolton venait commencer à remplacer, après l'intérim, il commençait à remplacer son travail à la National Security Advisor, l'ancienne job de Flynn. Q nous dit, suivez Bolton, clean. Bolton est propre, stage, learn how to archive online, etc., etc., etc. Même chose après ça, un petit peu plus tard, c'est le post 993. Le post 1123, 1123, qui se tient à côté de POTUS et Pence. Puis là, c'est les généraux de l'intelligence militaire, c'est POTUS et Pence. L'image inclut Pence, vous comprenez? Ça, c'est les patriotes. Qui se tient à côté du président des États-Unis et de Mike Pence? Quel message veut-on envoyer? Bolton Cleaning House. Bolton va faire le ménage dans la maison, c'est-à-dire que sur le National Security Council, Bolton va faire le ménage ou pas. Parce que Bolton a décidé de garder la taupe de l'État profond des démocrates, Eric Ciaramella, sur le National Security Council, à qui on a coulé la fausse information, la fausse transcription du coup de fil de Trump à Zelensky, puis là, ça a amené au premier impeachment, etc. Bolton a gardé sur le... Mais encore une fois, c'est un double jeu, vous voyez, c'est-à-dire que on pourrait croire que Bolton est un néoconservateur contre Trump, mais finalement, ils le mettent là, puis les personnes de l'État profond se sentent en sécurité, alors que Bolton sait très bien qui est la taupe, la laisse là, et puis... mais Bolton Clearing House, OK? Cleaning House. Bolton va faire le ménage. Hein, et on met ça avec toutes les autres poses de Q où est-ce qu'il dit, on a besoin de nettoyer la maison, clear house, etc., etc. Bolton plus Putin should scare you. Et aussi ici, Bolton. What happened following Bolton's departure from the White House? White House clean. What happened following impeachment? Nadler, Pelosi, etc., etc. Et donc, Bolton qui a, comme Mueller, qui a joué le jeu des patriotes,
Et on nous a dit qu'il était propre et qui set the stage, hein, qui préparait les événements. Et c'est pour ça qu'il va avoir une peine légère ici. Et c'est aussi donc, comme je dis, c'est ça. On lui prépare une peine légère ou comme pas de peine du tout. Parce que, en fait, c'est comme Mike Pence, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un méchant, mais finalement qui a fait le travail des patriotes. Et qu'est-ce que ça fait? De quoi on parle ici? On parle de la transmission de documents confidentiels, de documents top secrets en échange de rétribution. Bien, ça, c'est exactement le cas de la fondation Clinton. Et donc, c'est aussi avec les Biden, avec Burisma, avec la Russie, l'Ukraine, etc. Et donc, c'est un cas d'effet miroir. Merci, Godarium. C'est un cas d'effet miroir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça avec Trump. C'est un des postulats d'ailleurs de Q dans le code Trump, l'effet miroir. Et là, ce qu'on montre, c'est que on prépare, c'est comme avec Comey. Comey qui, comme je vous l'ai expliqué, lui aussi participe, hein, lui aussi collabore. On en avait parlé lors de son inculpation. Et là, c'est la même chose avec Bolton. Donc, c'est des personnes en bas de l'échelle qui collaborent, qui montrent à quoi ressemble un truc d'espionnage, qu'on peut se faire accuser pour un truc d'espionnage, vendre des secrets, etc. Et là, tout le monde embarque, y compris le clan MAGA. Tu sais, les MAGA sont tous là à applaudir l'arrestation, l'inculpation de Bolton, sans comprendre que c'est une opération d'effet miroir qui, finalement, prépare ce qui s'en vient avec la fondation Clinton, etc. Bolton, c'est encore une fois, c'est la même chose que Trump. Bolton ne sera probablement pas puni très sévèrement ou pas du tout. Comme Trump, il ne s'est rien passé avec l'arrestation de Trump, le mugshot, etc. Mais on prépare le terrain pour l'inculpation d'un président Obama. Tu vois, donc c'est ça l'effet miroir, c'est ce qui se passe avec Bolton. Et c'est encore une fois, dans le truc QAnon, OK, quelqu'un dit Mike Pence est un traître. J'ai déjà expliqué que j'allais bloquer les personnes qui faisaient ça. Forever, salut. Mike Pence est un traître. J'ai expliqué 1000 fois que Mike Pence n'est pas un traître et je viens juste d'expliquer ça. Okay? Il y a les mêmes informations que le président. Il y a aucun gain n'aurait pu être effectué lors du premier mandat. Il n'y aurait pu rien avoir ni avec Bolton, ni avec Q, etc. Mike Pence était au courant de l'opération Q, etc., etc. Donc, amenez-moi pas des trucs de Mike Pence, c'est un traître, OK? Je bloque immédiatement. Tout ça pour dire, c'est ça. Donc, c'est un effet miroir, etc. Et ça, c'est ajouté à ce que Kash Patel a dit en entrevue à Just the News avec John Solomon. Donc, Kash Patel, directeur du FBI, qui dit finalement que d'autres arrestations s'en viennent. Mais encore une fois, Comey et Bolton, les deux travaillent avec les Patriotes et sont en train de set the stage, sont en train de préparer les événements futurs. OK? Donc, Kash Patel ici qui dit qu'il y a plus d'arrestations qui vont venir d'ici Noël. These indictments that you've seen and the ones that you're going to see coming up here in this near future are just the beginning. But I have to remind the audience one thing. Everybody's like, it's 7 months. What have you guys been doing? Yeah. Well, they spent 20 years building this disease temple of corruption. It takes a Donc, il dit, il se défend, il dit, ouais, on me reproche que ça fait 7 mois que tu es en place et personne n'a encore été arrêté, etc., où il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations. Là, il dit, ouais, mais les autres, ça fait 20 ans. Ils ont eu 20 ans pour se préparer. Nous autres, on vient juste d'arriver. Là, il arrive, puis il continue, et il dit, il va y avoir d'autres arrestations d'ici la fin de l'année. To defeat it and beat it down. And I'm not asking you to trust me. I'm asking you to look at the work the men and women of the FBI have done so far in these 7-8 months and just imagine what we're going to do come the year end. Ah, tu vois, j'ai pas l'extrait où est-ce qu'il dit ça. Il y avait plusieurs extraits, mais dans un autre extrait de cette même entrevue-là, je pensais que j'avais tout dans celui-là, dans ce court extrait-là. Il dit We're going to bring the corrupt temple down. On va faire s'effondrer cette espèce de structure corrompue, le temple corrompu. Il dit ça le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est 2 jours avant le Delta de 17 octobre où Q a utilisé exactement cette formule-là, sortie du film Law Abiding Citizen, où I'm going to bring the whole corrupt temple down. Et donc, Kash Patel, qui utilise à un jour près de ce Delta-là, qui utilise la même expression, et il dit qu'ils vont faire s'effondrer le temple corrompu. Je vous montre l'extrait ici qui a été publié par Q le 17 octobre 2020.
et qui est repris par Kash Patel. I'm gonna pull the whole thing down. I'm gonna bring the whole fucking diseased, corrupt temple down on your head. It's gotta be biblical. Well, they spent 20 years building this disease. Ah, attends, mais est-ce qu'il le dit là-dedans? Je pense qu'il le dit à la fin de cet extrait-là. These indictments that you've seen, going to see corruption. It takes a little bit of time to defeat it and beat it down. 20 years building this disease temple of corruption. It takes a little bit of time to defeat it and beat it down. This disease temple. They took 20 years building this disease temple, etc. C'est l'extrait qu'on retrouve dans l'Abiding Citizen qui a été publié par QXRED. Donc voilà. Ça se fait encore une fois de façon graduelle et c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans Red October et que Kirilev aussi dit la même chose. Maintenant, il y a d'autres choses aussi, en fait, au sujet de la coopération entre les États-Unis et la Russie. C'est là qu'on embarque dans le sujet des choses qui sont en train de changer de façon durable et des changements géopolitiques majeurs. Donc, ici, il y a Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui a republié encore une fois du Where We Go One, We Go All, du Nothing Can Stop What Is Coming. C'est vraiment un compte Twitter à suivre puisque ouais, on comprend beaucoup de choses en ce qui concerne la volonté de paix et de coopération entre Trump et Poutine. Et donc, là, les gens qui me disent « Ouais, mais Trump voulait envoyer les Tomahawks, etc. » Ouais, non. Si tu comprends, encore une fois, c'est la vision d'ensemble, tu comprends le contexte géopolitique, tu te dis que ça ne va pas se passer. Et que même si ça se passait, ça n'aurait aucune conséquence. Ici, il y a Melania Trump qui remerciait, elle a travaillé dans une opération visant à réunir les enfants russes, les enfants ukrainiens déplacés lors du conflit avec leurs familles. Et elle remercie le président Poutine pour son aide. Ça, c'était il y a 2 semaines. Sa collaboration et son aide. Et ça participe, vous voyez, donc c'est une autre phase de la réhabilitation de Poutine. Poutine aide les enfants à être réunis avec leur famille, etc. C'est comme le sommet en Alaska, etc. C'est plusieurs phases de dédiabolisation, puisqu'on a assisté à peu près 15 ans de diabolisation de Vladimir Poutine, pour qu'il soit un partenaire crédible, sérieux, pour qu'on puisse signer la paix avec quelqu'un d'autre qu'Hitler et une personne humaine, etc. Il faut réhabiliter son image. Et ça participe de ça, etc. Et là, il y a cette proposition, encore une fois, de tunnel entre l'Alaska et la Russie qui date de JFK. Donc, c'est arrivé avec la déclassification des documents de JFK qui a été effectuée par la Russie aujourd'hui. La Russie qui a donné à la représentante, la congressiste Anna Paulina Luna, républicaine, l'ensemble du dossier russe sur JFK. Et ça a été publié en partie. Et ce que les gens sont étonné de voir que dans le dossier russe, il n'y a rien sur la participation d'Israël. Et donc, du côté américain, tant du côté américain, ça a été déclassifié il y a quelques mois, tant que du côté russe, on ne trouve rien sur Israël. Et donc, il est fort probable que ça a été finalement une opération à l'intérieur des États-Unis, même si Israël avait les motifs de le faire, puisque JFK s'intéressait au nucléaire israélien, il voulait faire des inspections de la centrale de Dimona, etc. La personne qui voulait les empêcher, c'était JFK, mais entre les deux, il y avait la CIA qui était, comme on l'a vu lors de la déclassification des documents américains, du côté américain sur l'assassinat de JFK, la CIA qui était en faveur du nucléaire israélien et qui était en faveur de la guerre du Vietnam, et finalement, c'est fort probablement une opération à l'intérieur du gouvernement américain avec la complicité de Johnson, etc., etc. En fait, jusqu'à preuve du contraire. Si on a des preuves contraires, on les publiera, on les regardera, mais pour l'instant, il ne semble pas qu'Israël soit impliqué ni du côté des documents américains, ni du côté des documents russes. Maintenant, ce tunnel-là, évidemment, a vocation à changer bien les choses. Hein? Donc, ça ici, vous voyez, Trump, dans les documents qui ont été rendus à Anna Paulina Luna, on montre justement les discussions entre Kennedy et Khrouchtchev sur la création d'un tunnel comme celui-là. Ça, c'est une partie des documents déclassifiés avec une carte entre la Russie, l'Alaska, etc.
Et on parle d'un tunnel ou d'un pont à l'époque entre... et là, Trump, ici, qui dit qu'il allait penser à cette proposition-là, ça a été poussé par Dmitriev. Et il a dit, par exemple, Elon Musk pourrait... Il y a une compagnie pour creuser des tunnels, là, Boron, quelque chose, Boring, je ne me rappelle pas. Et il a dit ça coûterait presque rien, ça coûterait quelques milliards et on aurait un accès finalement entre les deux continents comme ça, alors qu'il y a et donc mais c'est symbolique parce que ça serait comme la fin de la guerre froide, d'avoir un lien terrestre entre les États-Unis et la Russie, c'est essentiellement la fin de la guerre froide. Donc ça, ici, c'est le trajet qui est comme proposé, ouais, entre l'Alaska et la Russie, en dessous du détroit de Bering. Et ça nous amène à ce qu'on expliquait justement en fait en début de Web Journal avec Carney, le Canada, le 51e État. Et j'avais expliqué à l'époque, au début, quand Carney était arrivé, l'objectif, c'était pas nécessairement le 51e État, mais c'était plutôt d'avoir un accès à la mer du Nord. Est-ce que vous vous rappelez de ça quand j'avais dit ça, que politiquement, Trump n'a pas politiquement intérêt à annexer le Canada? Ça fait juste rentrer plus de démocrates aux États-Unis. Mais c'était incertain, surtout, c'était ça l'argument, là. Donc, j'avais dit à l'époque que c'était finalement, l'objectif, c'était la route du Nord, ouais, les passages, etc., de la route du Nord, etc. Et le détroit de l'Alaska va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire, et ce que tout ça laisse envisager, c'est une reconfiguration complète du commerce international. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un lien terrestre entre les États-Unis et la Russie, ça devient aussi une connexion aussi importante que le passage du Nord, que le canal de Panama, comment ça s'appelle, le détroit, le canal de Suez, etc., etc. Et donc, l'intérêt de Trump pour le Groenland, le Canada, cette connexion-là avec la Russie, c'est de complètement reconfigurer les routes commerciales mondiales qui sont beaucoup axées sur l'Atlantique et, par exemple, les liens maritimes avec l'Europe, entre les États-Unis, l'Amérique et l'Europe. Il y a beaucoup de commerce comme ça et c'est une reconfiguration complète du commerce mondial. Au lieu de passer entre les États-Unis et l'Europe, là, on passe par le pôle Nord et on développe des nouveaux marchés et on a la Russie comme partenaire. Imaginez la Russie, les États-Unis et la Chine comme partenaires qui transigent par le pôle Nord au lieu d'avoir comme partenaire commercial les États-Unis et la France de Macron avec l'Allemagne de Merz qui sont dans les restrictions et les trucs carbone et tout, et l'Union européenne qui met des restrictions sur tout. On laisse tomber, on laisse pas nécessairement tomber, mais on met pas d'énergie sur le commerce avec l'Europe. Et au contraire, on passe par l'Arctique et on développe le commerce avec la Chine, la Russie, on développe les routes commerciales, on creuse des tunnels et de l'accès, etc. Ouais, c'est exactement comme, c'est le même genre de reconfiguration du commerce qu'on a vu avec Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique et tout d'un coup, il y a une partie du commerce qui a été réorganisée. C'est à partir de Christophe Colomb, finalement, que le commerce avec l'Europe et les Amériques s'est développé. Mais là, on est en train de transcender cette phase-là et de se tourner vers un commerce qui passe par l'Arctique, et c'est pour ça que le Canada est important. C'est la même chose avec Marco Polo, quand Marco Polo avait traversé l'Empire mongol pour trouver des nouvelles routes et des débouchés commerciaux pour les marchands de Venise. Le même genre de reconfiguration. Et la Chine aussi ici, qui développe sa propre route de la soie, c'est-à-dire avec des trains haute vitesse et des routes hyper performantes qui permettent de distribuer les produits chinois non plus en utilisant le Pacifique vers, je ne sais pas, d'autres pays, mais vers l'Europe, mais parce que la Chine est quand même loin de l'Europe. Ouais. Il doit passer par le canal de Panama, mais plutôt
vers toute l'Asie centrale, la Russie, etc. Et donc, vous voyez que cette espèce de reconfiguration complète géopolitique du commerce international, c'est-à-dire que la Chine se retourne vers l'Asie centrale et les États-Unis, la Russie prennent le pôle Nord et finalement, qui va y perdre là-dedans? C'est probablement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le commerce transatlantique, finalement. Alors que les pays européens s'entêtent en Ukraine, etc. C'est comme s'ils sont, voyez, ils n'ont pas de vision globale. Pour eux, la seule chose, le bout de leur nez, le début et la fin de la réflexion, on dirait, commence avec l'Ukraine, alors que Xi, Poutine et Trump sont en train de, eux autres, complètement reconfigurer le monde de demain. C'est ce que, pas reconfigurer, mais configurer le monde de demain. Et c'est ce que Trump avait dit en 2018 lors de son passage à l'ONU. L'avenir appartient aux patriotes, pas aux mondialistes. Et ça passe par, 1, la fin des guerres et 2, la reconfiguration complète du commerce mondial. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils dépensent des fortunes et appauvrissent leur population pour alimenter Zelensky en Ukraine, la France est en train de perdre complètement toute l'Afrique au profit de la Chine et de la Russie, entre autres. Là, la quantité de bases fermées en Afrique ne cesse d'augmenter depuis 2016. C'est quoi? C'est Mali en août 2022, le Niger en décembre 2023, le Tchad en janvier 2025, Sénégal, juillet 2025, Burkina Faso 2023, la Côte d'Ivoire, février 2025. Les pays expulsent la France, expulsent les Européens et se tournent du côté de la Russie et de la Chine et des BRICS. C'est-à-dire que l'ordre mondial européen, avec le G7, etc., qui a dominé le monde pendant, contrôlé par les mondialistes, là, est en train de s'effondrer physiquement sous nos yeux et ce qui a porté Xi Jinping à dire défier l'hégémonie occidentale, la Chine démontre sa vision de manière grandiose lors de l'organisation de la coopération de Shanghai. Xi Jinping a finalement appelé à une refonte de l'ONU, changer la composition du Conseil de sécurité et mettre fin à l'hégémonie occidentale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est rendu là. Xi Jinping appelle les pays du Sud à résister à l'hégémonie occidentale lors du sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, etc. Et donc, tout ça est en train de se passer et ça fait en fait depuis 2018 que j'explique que Trump, j'avais dit que Trump s'entendait bien avec les pays des BRICS. Là, il y a la guerre commerciale, évidemment, où est-ce qu'il essaie de régler des trucs, mais il s'entendait bien avec les pays des BRICS. Ce qui a fait dire à plusieurs journalistes, Trump s'entend bien avec les dictateurs. Trump s'entend, c'est pas qu'il s'entend bien avec les dictateurs, c'est que lui, il pense 20 ans, 30 ans à l'avance. Alors que les leaders occidentaux ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Trump sait que financièrement et économiquement, l'Europe est finie, en tout cas qu'on n'est plus dans une logique d'hégémonie du tout, et que l'Europe va surtout avec le suicide carbone, là, le suicide au carbone, et l'Europe va être déclassée économiquement, et que les puissances émergentes, c'est la Russie et la Chine, et Trump veut faire du commerce avec la Russie, la Chine, etc., et reconfigure les routes de commerce mondiales pour y arriver, pour se retrouver dans le peloton de tête, alors que les autres qui s'entêtent, encore une fois, sur des vieilles querelles et des trucs de carbone, vont finir complètement déclassés. Et là, ouais, c'est quand on dit que les gens voient, Trump voit longtemps à l'avance. Combien avons-nous été à Ben, pas moi, là. Combien il y a eu de journalistes qui l'ont critiqué, qui ont dit Trump va ruiner les États-Unis. Tu sais, durant son premier mandat, c'était Trump va déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est un fou. Il va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ça va être la ruine économique. Rappelez-vous, les tarifs, c'est nocif. Il est en train de détruire l'économie de son pays. Or, c'est un succès spectaculaire. Les tarifs et la renégociation économique qu'il a enclenchée avec les grandes puissances du monde, là,
est un succès économique majeur, de sorte que même TVA Nouvelle a été obligé de le reconnaître. Et là, tu as le chef de pupitre de TVA Nouvelle, Frank Zappa, qui dit finalement qu'il est envieux des États-Unis et qu'il explique ce que j'explique, là, c'est-à-dire que l'économie du Canada va s'effondrer parce que Carney dépense comme un fou et les capitaux s'en vont vers les États-Unis, les compagnies s'en vont vers les États-Unis. Ça va être la même chose en Europe. Les capitaux vont fuir l'Europe et vont aller vers la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Il va y avoir un effondrement économique. On n'aura même pas besoin de tirer une balle ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de... Ça va être... c'est juste les marchés... c'est l'économie qui va décider. Alors qu'on nous disait que ça allait être une catastrophe totale. Et là, il reconnaît, il dit qu'il est envieux des États-Unis. Et donc, après un an, presque... Après 8 mois, 9 mois de tarifs et de guerre commerciale, finalement, on commence à reconnaître que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça, le nationalisme économique. Automobile, lui, ce qu'il veut faire, Richard, c'est éviter les tarifs de Donald Trump. Et il se dit, mon Jeep Compass, je vais le fabriquer aux États-Unis, comme ça, je n'aurai pas besoin de hausser mes prix. Un fou d'une poche. Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans notre économie. Et Richard, le constat est clair. Donald Trump est en train de gagner. Et tous les oiseaux de malheur qui prédisaient la chute des marchés boursiers, une augmentation du chômage, une inflation incontrôlable, une croissance du PIB presque nulle, tous ces oiseaux de malheur-là, jusqu'à présent, ont tort. Parce que Donald Trump est en train de gagner. Non, c'est une sacrée semaine pour lui, là, avec le cessez-le-feu à Gaza. Et ça me rend jaloux, Richard. Ça me rend jaloux parce que je regarde l'économie américaine. Écoute, il est en train de gagner sur le plan de la relocalisation manufacturière. Bon nombre d'usines, Stellantis avec ses Jeeps, des usines, des géants de la technologie qui investissent aux États-Unis. Tu as La Vie en Rose, notre fleuron québécois, qui a même ouvert un entrepôt aux États-Unis pour éviter les taxes douanières. Donc, il rapatrie de l'activité économique aux États-Unis. Les principaux indices à la bourse de New York fracassent des records jour après jour. Ah oui? Les taux aux États-Unis ont commencé à baisser. Donc, la Fed a commencé à baisser son taux directeur. Il y en a pour à peu près 5 minutes comme ça d'éloges et finalement de ces journalistes qui réalisent qu'ils ont eu complètement tort sur les tarifs et sur l'économie de Donald Trump. Donald Trump, c'est ce qu'il fait, il pense 10, 15, 20 ans à l'avance. Et la stratégie Groenland-Canada s'inscrit là-dedans, dans la reconfiguration complète de l'économie mondiale au détriment du commerce transatlantique. OK? Donc, voilà, ça c'est... là, il mentionne, encore une fois, quelle bonne semaine. Et oui, c'est parce qu'il se passe tellement de choses qu'on a oublié ce qui s'était passé, c'est-à-dire le triomphe de Donald Trump cette semaine avec le cessez-le-feu et la libération des otages, de sorte que ça, c'était en début de semaine. Est-ce que c'était en début de semaine ou l'autre semaine d'après? D'avant, je me mélange dans les semaines. Et de sorte que, encore une fois, même ici, les journalistes qui disaient que Trump, qui accusaient Trump de participer à un génocide, etc., alors maintenant doivent finalement admettre que d'Israël à Gaza, Trump, héros des deux camps. Héros des deux camps. Ben oui, si tu veux faire, par exemple, les gens critiquaient Trump qui vendait des armes à Israël dans les hostilités, ben oui, si tu t'arrêtes de donner des armes à Israël, vendre des armes à Israël, etc., ben le Hamas a gagné. Fait que tu peux pas, c'est le dilemme du prisonnier, là, c'est-à-dire si tu reconnais l'État palestinien, tout comme le Canada et la France le fait, le Hamas n'a aucun incitatif à arrêter, rendre les otages, etc. Au contraire, ça les galvanise, ça les encourage à continuer. Donc, tu n'as pas de cessez-le-feu. Même chose, si Trump dit « je vais arrêter de donner d'alimenter militairement Israël », bien là, le Hamas n'a aucun intérêt à arrêter. Tu n'auras pas de cessez-le-feu. Donc, tu n'auras pas de cessez-le-feu. Et donc, quels sont si vous réfléchissez correctement en géopolitique, là, quels étaient les prérequis pour qu'il y ait un cessez-le-feu? Il fallait que le Hamas soit acculé au dos le dos acculé au mur. Il ne fallait pas qu'il y ait de gain avant d'avoir un accord. Il fallait que ce soit comme dur jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on signe un accord. C'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. Il y a la souffrance, etc. Mais finalement, oui, il y a de la souffrance. Regardez, par exemple, le Hamas qui a exécuté des centaines de personnes à Gaza depuis le cessez-le-feu.
des centaines de personnes. Et ça a été, on a posé la question à Donald Trump, comment ça se fait que le Hamas commet des exactions comme ça à Gaza? Et il a dit, il leur a donné l'autorisation. Trump a donné l'autorisation au Hamas d'effectuer ces règlements de compte-là. Parce que c'était des unités probablement liées à l'État islamique ou etc., etc. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ces choses-là sont... Ouais, la guerre, c'est une business sale. Et donc, le Hamas avait demandé ça, ça leur a été accordé et ils ont tué des gens. Et on leur a accordé ça. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'ils ne sont pas capables ça, encore une fois, c'est des trucs qu'ils ne sont pas capables de cacher. Trump, ça c'est le Time Magazine, là. Trump, son triomphe, on nous dit son triomphe. Et là, on n'est plus du tout dans... Rappelez-vous, la une du Time Magazine, j'aurais dû l'avoir ici, lorsque Trump avait des... Est-ce que je peux... Elle est tellement visuelle, là. Trump, Time Mag, Cage, Children. Rappelez-vous, ouais, c'est ça. Ça, c'est la une de 2018, la une du Time Magazine de 2018, alors que Trump séparait les enfants des personnes qui les accompagnaient. Pourquoi il séparait les enfants des personnes qui les accompagnaient? Parce qu'on ne savait pas si les personnes qui les accompagnaient étaient des trafiquants de personnes. Tu es un trafiquant de personnes, fait que tu arrives avec ton lot d'enfants, puis on sait qu'on l'a vu par la suite avec le film de Tim Ballard, etc., qui avait un trafic, on le sait maintenant qu'il y a un trafic de personnes de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes par année aux États-Unis, de dizaines de milliers d'enfants par année. Et donc, il fallait pas laisser les trafiquants d'enfants rentrer en disant « Ah, c'est mon neveu », tu vois. Fait qu'il fallait ils ont commencé des tests d'ADN, etc. Il fallait séparer les enfants et le Time Magazine avait comme abusé, Trump était finalement le diable, c'était le Hitler qui envoyait les gens dans les camps, etc. Mais là, maintenant, la situation a changé. On est rendu son triomphe, etc. Et ils ne peuvent plus cacher certaines de ces réalisations. Ici, on nous dit, ouais, de Israël à Gaza, Trump héros des deux camps, parce que finalement, le Hamas s'en sort bien et n'a pas été complètement éradiqué comme ce qu'avait dit Netanyahou. Netanyahou disait, on va continuer à bulldozer et à tirer des bombes jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne du Hamas. Et là, finalement, le Hamas s'en tire. Ils ont comme des sauve-conduits, une amnistie, etc., etc. On poursuit le scan de l'info avec vous, Jordan. Milliers de Palestiniens qui quittent les camps de réfugiés. Ils rentrent chez eux. Dans le nord, il serait près de 200 000 selon la défense civile. L'arrêt des combats est entré en vigueur hier à 11 h. Une décision saluée également du côté israélien. Regardez ces affiches dans les rues de Tel Aviv avec Donald Trump en arrière-plan, le drapeau américain et ce message « Thank you, Mr. President ». Merci, Monsieur le Président. Donc, finalement, c'est ça. Tout le monde est content. On l'a vite oublié, ce sommet de la paix 2025. Alors que c'est une des grandes réalisations de son administration. Mais ça va tellement vite avec Trump. L'actualité, c'est pas comme au Canada ou en France. Il y a tellement de choses qui se passent par semaine qu'on les oublie comme c'était un après l'autre comme ça. Et donc, vous voyez ici, le problème, c'est que là, vous allez me dire, là, si vous êtes actif dans le chat, là, vous allez me dire, oui, mais Alexis, voilà, les Israéliens ont commencé à bombarder Gaza. Mais je l'avais prévu, j'ai anticipé je l'avais prévu. Mais oui, ils ont commencé à rebombarder Gaza, mais tout de suite, tu vois, le New York Times nous dit « Dernière minute, Israël a suspendu son aide et attaqué Gaza après avoir accusé le Hamas de violer le cessez-le-feu. » Les deux camps ont affirmé qu'ils respecteraient toujours la trêve, cependant. Donc, c'est comme localisé, c'est pas... Les deux camps ont annoncé qu'ils respecteraient la trêve. Il y a eu des bombardements. Et pourquoi il y a eu des bombardements? Et là, je veux dire, c'est spéculatif, mais c'est la façon dont je vois les choses. Pourquoi Israël a brisé le cessez-le-feu aujourd'hui? Parce que moi, je pense que, et je l'ai déjà expliqué, Trump est capable de forcer Israël avec le dossier Epstein.
Rappelez-vous la dernière fois, quand ça avait commencé cette histoire de Trump qui dit le dossier d'Epstein n'existe pas, il n'y a pas de, on n'a rien vu de, tu sais. Rappelez-vous ça, il n'y a rien dans le dossier Epstein. Cash Patel, le FBI avait émis le communiqué. C'était la même journée que la visite de Netanyahou à Washington. Netanyahou était arrivé et là, le FBI avait dit il n'y a rien de spécial dans le dossier Epstein, blablabla. Là, j'avais dit que le timing était comme particulier. Eh bien, et puis j'ai dit à plusieurs reprises que comment Trump est capable de faire plier Israël. Il est capable de faire plier Israël avec les dossiers du 11 septembre, avec les dossiers Epstein, etc. Parce que, contrairement à l'assassinat de JFK, où est-ce qu'on n'a pas de preuves tangibles, tout le monde sait que Epstein travaillait pour le Mossad et c'est une opération de chantage aux États-Unis. Ça n'a pas à être prouvé. Et donc, Trump qui fait chanter Netanyahou avec le 11 septembre et les dossiers Epstein. Et là, qu'est-ce qu'on a eu avant-hier? Virginia Giuffre, ça c'était le 18 octobre. Rappelez-vous comment elle est morte, hein, Virginia Giuffre. Elle est morte en avril cette année. C'était une mort extrêmement suspecte. Rappelez-vous, c'était quoi? Il y avait eu un accident de voiture et finalement, elle était à l'hôpital. Mais les blessures qu'elle avait sur la photo, ce n'étaient pas des blessures qui étaient dues à l'accident et elle était hors de danger jusqu'à temps qu'on reçoive un communiqué disant qu'elle était morte. Et c'était comme complètement bizarre. Et là, j'avais dit à ce moment-là, si on retourne en arrière, j'avais dit qu'elle a probablement été exfiltrée. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est annoncé mort qu'il est réellement mort et qu'on avait probablement, elle était possiblement sous protection policière à quelque part. Ben oui, parce que si tu veux sortir des informations aussi dévastatrices que celles qu'elle sort dans ses mémoires, aujourd'hui, elle publie Nobody's Girl, les mémoires d'une victime, d'une survivance des abus, Virginia Giuffre. Elle dit ici dans ses mémoires, elle dit Virginia Giuffre, battue, violée par un premier ministre bien connu, dans une attaque qui a brisé sa confiance en Jeffrey Epstein, nous révèle ses mémoires, hein, sa biographie. Et là, qui était ce premier ministre bien connu? Beaucoup de personnes, dont Liz Crokin sur Twitter, supposent que c'est Ehud Barak, puisque c'est le seul premier ministre connu qui s'est rendu sur l'île d'Epstein, qui se rendait à la résidence, je ne sais pas s'il s'est rendu sur l'île d'Epstein pour être bien clair, mais qui se rendait avec, là on a les preuves photos, à la résidence de Jeffrey Epstein à Manhattan. Et donc, quand on a sorti tu vois, le Daily Mail, le journal anglais, avait sorti les photos de Ehud Barak comme ça, rentrant chez Epstein. C'était l'ancien chef d'état-major israélien et chef et aussi premier ministre. J'avais expliqué à l'époque que c'était probablement celui qui allait chercher les vidéos de chantage d'Epstein parce que c'était quelqu'un qui avait une cote de sécurité, la plus haute cote de sécurité en Israël et que l'opération Epstein nécessitait ce haut niveau de cette cote de sécurité-là. Et donc, il allait chercher les vidéos, les preuves compromettantes au nom du Mossad. Là, il allait chercher les preuves compromettantes chez Epstein, mais participait apparemment, en fait, c'est ce qui était, ce qu'on pourrait croire finalement, participait à tout ça. Et là, ce qu'elle dit, c'est qu'un premier ministre, ce que Virginia Giuffre dit, c'est qu'un premier ministre bien connu m'a violemment attaqué, m'a battu, m'a violé, etc., etc. Et elle dit donc, Barak, et ça c'était quand le Daily Mail a sorti les informations sur Ehud Barak. Barak promet de poursuivre le Daily Mail pour ses insinuations sordides sur les liens avec Epstein. Mais là, on le voit comme... Et le truc, c'est que il a nié qu'il y avait des contacts avec Epstein, mais là, après ça, ils ont montré les photos où est-ce qu'on le voit rentrer chez Epstein avec... le foulard autour du cou, etc. Le premier ministre israélien, Ehud Barak, a rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises après sa condamnation pour maltraitance d'enfants. Married former Israeli Ehud Barak is seen hiding his face entering Jeffrey Epstein New York townhouse. Despite his claim that he never socialized with the pedophile and his girl, en dépit du fait qu'il affirmait n'avoir jamais socialisé avec Epstein et les filles de Epstein, etc. C'était faux. Et là, la question, c'est évidemment, qui a pris cette photo? Qui surveillait
la résidence de Jeffrey Epstein. Ça, c'est une photo de surveillance, vous comprenez? Et donc, elle dit, c'est ça, elle dit, Virginia Giuffre dit, je me suis fait battre et violer. J'ai été battu et violé par un premier ministre connu. Et le seul, dit Liz Crokin, le seul à qui on pourrait penser, c'est Ehud Barak. Et là, le lendemain, tu as Israël qui rompt la trêve. C'est ça le lien avec Donc, Israël qui rompt la trêve, Israël strikes Gaza, violating ceasefire. Puis là, Mike Flynn qui dit ça aura juste duré une semaine. Cesser le feu. Menacer Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violation de la trêve, etc. Eh bien, moi, ce que je pense, en fait, là, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que ça a pris longtemps pour y arriver, mais Trump fait chanter Netanyahou avec Jeffrey Epstein le 11 septembre, etc., etc. Et là, Netanyahou est obligé de signer, potentiellement contre son gré, la fin des hostilités avec l'Iran, la fin des hostilités avec le Hamas. Trump lui impose la paix. D'ailleurs, ici, on voit l'Iran qui confirme. L'Iran confirme que Netanyahou a envoyé des messages indiquant qu'Israël ne souhaite plus entrer en guerre. Ça, c'était il y a 2 jours. L'Iran confirme que Netanyahou a envoyé des messages confirme que Israël ne veut plus entrer en guerre avec l'Iran. Ouais. Et donc, et là, c'est ça. Donc, le 18 octobre, il y a ce livre qui sort qui implique potentiellement Ehud Barak. Liz Crokin et d'autres s'emparent de ça, pointant du doigt Ehud Barak. Le lendemain, tu as Netanyahou qui viole le cessez-le-feu en disant potentiellement à Trump, ce que ça veut dire en langage diplomatique, c'est on avait une entente, il me semble, sur Jeffrey Epstein, et là, comme on a un premier ministre israélien qui est impliqué et qui est pointé du doigt par tout le monde, ben, c'est du tac au tac, là, vous comprenez? On rompt la paix, parce que l'entente, c'était que tu fermes la gueule sur Epstein en échange de la paix au Moyen-Orient, et là, il y a comme de l'information qui sort sur nos liens avec Epstein, et là, clac, violation du cessez-le-feu. C'est comme ça que je le vois, du tac au tac, c'est comme... On n'a pas besoin d'avoir un texte où est-ce que c'est écrit, là, où est-ce qu'il dit publiquement à Trump. Mais en tout cas, on peut c'est une inférence, mais elle n'est pas tout à fait dénuée de sens. Voilà. OK? Maintenant, on va terminer avec ça ici. C'est pas en fait tout à fait terminé. Pierre Poilievre qui a dit, ça c'est ce que j'expliquais en début de Web Journal, Pierre Poilievre qui a dit dans une entrevue que finalement Trudeau avait commis des crimes lors de son mandat, le premier ministre Trudeau, et que la GRC avait couvert les crimes. On va regarder ce qu'il a à dire et on va y revenir. Poilievre. Many of the scandals of the Trudeau era should have been involved jail time. I mean, Trudeau broke the criminal code when he took a free vacation from someone with whom he had government business. It's just like it's right there in the criminal code. If the RCMP had been doing its job and not covering up for him, then he would have been criminally charged. And then again, he probably violated the criminal code in the SNC-Lavalin scandal. These would normally have led to criminal charges, but of course the RCMP covered it all. Il dit que la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, a couvert Trudeau parce que c'est dans le code criminel. Ce qu'il a fait, c'est directement écrit dans le code criminel que c'est illégal de faire ça. Mais la GRC n'a trouvé aucun problème avec ça. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi tout le fait d'avoir coulé les informations, je veux dire, les pathogènes du laboratoire. Rappelez-vous, du laboratoire de Winnipeg, le laboratoire P4 Haute Sécurité de Winnipeg qui a collaboré avec l'armée populaire de Chine pour le transfert de pathogènes, etc. Ça a été un gros scandale, la trahison, etc., surtout en relation avec les États-Unis, hein, la COVID aussi. Donc, le laboratoire, le Canada qui participait clandestinement, on pourrait l'affirmer comme ça, là, à la création d'un programme de guerre biologique de l'armée populaire de Chine. Il y en a plein. Je veux dire, la GRC, encore une fois, avait enquêté ça. Il avait comme balayé ça sous le tapis. Il y a le fait aussi de l'infiltration. Rappelez-vous l'infiltration des candidats chinois. Le fait que le Parti communiste chinois payait des
candidats libéraux directement, là, les candidats libéraux qui leur transmettaient de l'information, etc. Ça aussi, c'est de la trahison. Mais Poilievre est assez conservateur. Il parle du scandale de SNC-Lavalin où Trudeau a appelé le ministre de la Justice pour dire tu mets un terme aux accusations contre SNC-Lavalin. C'est une compagnie de génie civil qui fait d'énormes contributions au Parti libéral du Canada. Et là, il a appelé, la compagnie était sous enquête et Trudeau a pris le téléphone pour demander à la ministre de la Justice de mettre un terme à l'enquête, ça c'est illégal, etc., etc. Donc, tout ça, il dit, qu'il y a des crimes ont été commis et là, il a osé dire que des crimes avaient été commis et que ça avait été balayé sous le tapis. Eh bien là, il s'est pris sur la gueule tout l'establishment canadien. En particulier, quelqu'un qu'on suivait sur Twitter qui nous a énormément déçus, Dimitri Soudas, qui est l'ancien conseiller conservateur de Stephen Harper. Donc, c'est un conservateur qui attaque un autre conservateur. Et Dimitri Soudas qui dit finalement accro à l'opposition. Dimitri Soudas remet en question le leadership de Pierre Poilievre. Dimitri Soudas remet en question le leadership de Pierre Poilievre. L'analyse politique, on le voit tout le temps à la télévision, Dimitri Soudas, l'analyse politique et ancien conseiller de Stephen Harper a accusé Pierre Poilievre de démanteler le Parti conservateur et ses principes. Alors, c'est quoi ses principes, Dimitri Soudas? Est-ce que c'est le fait que... je croyais que le travail numéro 1 d'un premier ministre, c'était de faire respecter la règle de droit. Et là, ici, Dimitri Soudas, qui, suite aux propos de Pierre Poilievre, nous dit qu'il est en train de détruire le Parti conservateur, qu'il est accro à l'opposition, il remet en doute son leadership. Il est divisif, il est divisive en anglais, il crée des divisions, on m'accuse souvent de ça aussi. Les Canadiens rejettent Pierre Poilievre et ses politiques de la division, nous dit le Parti libéral. Alors que la seule chose que Pierre Poilievre a dit, c'est que tout le monde est égaux devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la loi, y compris le premier ministre. C'est la chose la plus naturelle et la plus normale qui sonne le plus clair aux oreilles des citoyens, c'est-à-dire c'est le fondement de la démocratie, le fait que nous sommes tous égaux devant la loi et que personne n'a le droit de briser, il n'y a pas d'impunité, c'est ce qui sépare la démocratie de la tyrannie. Dans une tyrannie, c'est comme il y a de l'impunité. Les amis du pouvoir qui commettent des crimes, c'est pour ça que beaucoup de citoyens remettent en cause la démocratie, le système de justice, parce qu'on voit que l'impunité, que les politiciens, malgré les crimes, ne vont jamais en prison. Et là, Pierre Poilievre qui dit, ouais, il aurait pu faire de la prison parce que des crimes ont réellement été commis. Et là, il devient instantanément une menace à la démocratie. Et c'est pour ça que je dis que ce qui se passe en début de Web Journal, je disais que ce qui se passe aux États-Unis était totalement unique et sans précédent. C'est-à-dire que le numéro 1, c'est comme si la chef de la GRC était mise en accusation. Quand Comey a été mise en accusation, là, c'est comme si la chef de la GRC, à l'époque, avait été placé en accusation parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe, hein, que ce soit la DGSI, le MI5, le FBI, etc. Les agences de services de renseignement sont militarisées, sont retournées contre le peuple. Hein, la menace principale, c'est les mouvements populistes. C'est les gens qui se questionnent sur l'immigration. La mère qui n'est pas capable d'envoyer ses enfants à l'école et qui a de la misère à nourrir les trucs, qui a de la misère, de la difficulté à boucler les fins de mois et qui se dit, ouais, comment ça se fait qu'on les loge dans des 5 étoiles et puis qu'on paye tous les soins de santé, l'éducation, alors qu'ils n'ont jamais contribué. Radical, où tu te plains, comme en Angleterre, tu t'en vas en prison, etc. Les agences de renseignement ont été retournées contre nous. Il y a eu une politisation de ça et ceux qui commettent des crimes ne sont jamais punis. On a juste à penser au dossier de Westminster en Angleterre. Rappelez-vous le dossier pédophile de Westminster. On en a parlé à 2-3 reprises, qui impliquait une quantité industrielle de personnes au Parlement anglais, dans la police, des juges, etc. Le dossier avait été constitué, les noms avaient été donnés, et le dossier a été perdu une fois, perdu une deuxième fois, les procureurs démissionnaient un après l'autre, finalement, pouf, le dossier s'est évaporé, on ne sait pas où est-ce qu'il a été placé, etc. Il y a une impunité en Occident, et quiconque, et ça c'est le point fort de l'État profond, quiconque challenge cette impunité, comme l'impunité à Trudeau, comme Poilievre, quiconque comme Poilievre challenge l'impunité ou comme Donald Trump, dit on devrait juste respecter la règle de droit qui est le fondement numéro 1 de la démocratie, asti. Mais là, se retrouve comme une menace à la démocratie. Et là, tu as
les personnes. Quelle déception, Dimitri Soudas qui sort comme ça pour attaquer Poilievre. Quelle déception. On n'était pas toujours d'accord avec lui, mais il semblait avoir une tête, puis là, finalement, il se révèle comme un hack, comme on dit là. OK, donc, ça nous fait encore une fois, quand on voit ce genre de réaction-là, quelqu'un qui dit il devrait avoir de l'imputabilité et on devrait respecter la règle de droit, quand on voit la façon dont le système se retourne et les qualifie de menace à la démocratie, ces gens-là, ben on apprécie d'autant plus ce qui se passe aux États-Unis avec le Hunters become the hunted et puis le fait que les gens se retrouvent finalement accusés. Comey, Biden ici. Voilà. C'est ça. On va terminer avec ça ici. Juste un mot rapide à dire sur le débat Stanislas Berton. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Il est passé à ADNM. Ils ont parlé de toutes sortes de choses, mais ils ont oublié de le questionner sur les poses de Q qui validaient Flynn. Or, ça aurait déconstruit complètement tout son argumentaire. C'est-à-dire qu'ils ont passé de 10-15 minutes à parler de Flynn, du FBI, Flynn et Pegasus, etc. Mais ils ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire, ils l'ont mentionné en passant. Là. Une phrase. Berton n'a pas, on lui a pas demandé de répondre là-dessus. Et donc, alors que c'est ça l'essentiel qui aurait pu complètement déconstruire son argumentaire, c'est-à-dire que le Flynn qui est autorisé par Berton, là, je veux dire, le Q qui est admis comme étant valable par Berton, valide Flynn, point, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de faire une émission de 2 heures, mais on aurait pu, oui, on peut, mais finalement, on passe à côté. Et là, lui, il retweet le lendemain, il dit « Suite à ce débat, beaucoup me remercient pour ma patience et mon courage, qu'ils sachent que j'ai beaucoup prié l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous inspire dans de telles circonstances, et je pense aussi que c'est lui qui m'a inspiré la traduction et la publication de ce livre. » Et voilà, donc l'Esprit Saint l'a inspiré dans ses attaques contre Mike Flynn, un autre catholique, etc., etc. Il n'a rien retenu du débat, il n'admet aucune faute. Ben oui, parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Hein? Et donc, ça me fait penser un petit peu au débat des chefs au Québec entre Éric Duhem et François Legault, où Éric Duhem avait toutes les armes pour défaire complètement François Legault après la pandémie. Hein. Ils les ont laissés mourir de faim et de soif, disaient des docteurs dans les EHPAD, les CHSLD. C'est tout, juste avec les unes des journaux, on aurait pu détruire François Legault. Arruda qui dit on les a classés COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. Il aurait pu complètement démolir Legault. Il est complètement passé à côté. Le débat a été nul à chier. Il y a quand même des personnes qui disaient « Oh oui, il s'en est bien tiré, Alexis. » Non, il a donné carte blanche à Legault, il n'a pas frappé avec l'essentiel, il n'a pas mordu jusqu'au sang et finalement, il a perdu le débat. C'est la même chose avec Stanislas Berton. Quand on retient ses coups dans ce genre de situation-là, ça nous amène nulle part. Et là, je voulais vous montrer, et donc c'est juste dommage pour ça parce qu'il repart comme si de rien n'était et il n'a pas été confronté aux points les plus sensibles. Peut-être une prochaine fois, je ne crois pas cependant. Il a quand même admis qu'il n'avait pas toutes les preuves, etc. Mais, dans sa logique à lui, il s'en est faufilé. Et là, ici, il y a Liz Crokin, encore une fois, Liz Crokin, qui montre un enregistrement entre Lynn Wood et Mike Flynn, où Mike Flynn dit qu'il pense que QAnon est une opération de l'État profond, une opération de la CIA. Je vous montre rapidement le truc. So the QAnon movement really is a movement that spun out of your digital soldiers. I'm tired of these QAnon people attacking me. Maybe, I don't know that. Yeah, But you know some of them. I think it's a disinformation campaign. I think it's a disinformation campaign that the CIA created. That's what I believe. Now, I don't know that for a fact, but that's what I think it is. I think it's a disinformation campaign. It's actually a very interesting article today. Donc, c'est Lynn Wood qui appelle Mike Flynn, où les deux se parlent au téléphone, et Lynn Wood dit « Je suis tanné, je suis fatigué que les QAnon m'attaquent. » Il dit « Ça vient de toi, hein, QAnon, ça vient de toi, QAnon. » Et il dit « Non, je sais. » Mike Flynn qui dit « Je ne sais pas c'est quoi QAnon, c'est une opération de désinformation de la CIA. » Et ça, c'est la source de Lynn qui dit « Mike Flynn dit une chose en privé et puis une chose en public, etc. » Ben oui. À l'époque où ça se passe, on est en fin 2020, début 2021. QAnon est décrit comme une opération, tu sais, je pense que je l'ai ici, je pense que je vais la mettre, tu sais, je pense que je l'ai tassé.
Imaginez, rappelez-vous comment QAnon était décrit à ce moment-là comme un mouvement, justement une menace à la démocratie qui disait que si ça... Et donc, Mike Flynn ne pouvait pas se coller là-dessus. Mais ce qui est important de cet enregistrement-là, ce qui est intéressant à retenir, c'est que Lin Wood a enregistré Mike Flynn. Vous comprenez? C'est-à-dire, et là, Mike Flynn avait évidemment pris toutes les précautions pour ne pas se faire piéger comme ça. Dans un appel comme ça, c'est sûr que tu dis, le gars va m'enregistrer, et puis je ne vais pas aller me compromettre au téléphone en disant « Oui, c'est moi qui est derrière QAnon », alors que les médias attaquent, là, mais au téléphone, alors que tu sais que tu peux être enregistré, tu dis « Oui, je suis derrière QAnon ». Non, tu vas évidemment pas. Tu ne veux pas te faire piéger. Tu sais c'est quoi à Washington? Tu vas dire « Non, je ne sais pas vraiment c'est quoi cette affaire-là de QAnon. Je pense que c'est une histoire de la CIA, etc. » Évidemment. Mais ce qui est probant là-dedans, c'est que Lin Wood a enregistré Mike Flynn pour le piéger. Et là, quand on dit que Lin Wood a foutu le bordel dans MAGA puis accusait tout le monde de ci, de ça, s'est pris la tête avec tout le monde, ben c'est ce genre de choses-là, parce qu'il essayait de piéger les gens, les enregistrer, etc., puis s'attaquer à tout le monde. C'est révélateur du bonhomme, c'est tout. Et là, finalement, encore une fois, ça fait 3 fois que je dis on va terminer là-dessus. Mais il y a, quand je suis passé cette semaine à l'Alliance humaine avec Antoine, il a dit « Ah, tu devrais faire un Q en 17 points. » Puis là, j'ai dit 17 points en 17 minutes, puis c'est presque impossible de faire 17 points, Q 17 points en 17 minutes. Ça ferait un beau 17-17, mais c'est pas, je pense pas que ce soit réalisable. Et donc, si je fais quelque chose comme ça, se peut que je le fasse. Si je fais quelque chose comme ça, il faudrait que ça me donne aux personnes qui arrivent dans Q une perspective globale de la situation politique mondiale au moment où Trump arrive et les raisons pour lesquelles on met en branle l'opération Q et quelles sont les méthodes et à quoi on arrive. Donc, il ne faut pas juste que ce soit genre que je parle des posts là, de Q. Il faut que je donne une vision globale en 17 points. Et là, je vous ai présenté, j'ai comme... ce qu'on va faire ici, c'est on va solliciter l'intelligence collective. Et donc, j'ai mis 17 points, mais dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit sous Rumble ou sous Twitter ou sous Getter, donnez-moi vos suggestions et je vais voir comment j'arrange ça. Okay? Donc, les 17 points seraient les suivants selon moi. Donc, les mondialistes sont sur le point de prendre le contrôle du globe. Là, je vais parler du plan de 16-year plan, l'agenda 2030, etc. Avant que Trump arrive, là, hein, les mondialistes avaient tous leurs pions en place. Il manquait juste Hillary Clinton. Et rappelez-vous, on l'a vu durant la COVID, comment toutes les institutions étaient cooptées, etc. Le monde était verrouillé, les médias, tout, on était prêts. Et Trump arrive et fait faux bond aux mondialistes. Et donc, mondialistes sur le point de prendre le contrôle du globe, point 1. Après ça, 2012-2015, les patriotes cooptent Donald Trump. Il y a des posts de Q où est-ce qu'on dit ça, justement, où est-ce qu'ils disent les garanties ont été données au président Trump et à sa famille, etc., etc. Après ça, choix de la reconquête des institutions par la guerre de l'information plutôt que par le coup d'État. Il y a eu 2 possibilités, c'est-à-dire, étant donné le niveau de corruption, comme on l'a vu par la suite, là. C'était pas évident en 2015-2016, mais on l'a vu par la suite. L'armée pouvait faire un coup où on pouvait y aller de façon soft avec une guerre de l'information active. Et c'est là qu'on décide de mettre en branle l'opération Q, parce que tu ne peux pas y aller par la force, parce que les gens ne comprendront pas, puis c'est beaucoup plus... c'est plus rapide, mais ça dure moins longtemps. Et là, après ça, donc, point 4, une chronologie, comme je l'ai fait lors du dernier webjournal, chronologie d'octobre 17 à décembre 2020. Après ça, validation et authentification de la source Q. Ça a été validé et authentifié à des dizaines, voire des centaines de reprises avec les deltas, etc. Donc, pour les nouveaux, ils vont comprendre un peu comme je l'ai fait, là, encore une fois, la dernière fois. Après ça, donc, de quoi parle Q? Il parle de la corruption à tous les niveaux de l'État. La corruption, notamment avec la politisation, on en parlait aujourd'hui, des agences de renseignement, etc. Le Crossfire Hurricane,
collusion contre la Russie, la militarisation du département de la justice, etc. Donc, corruption et aussi le pédosatanisme, parce qu'on parle de Pizzagate, on parle de Q a beaucoup parlé de ça, Follow the White Rabbit et tout ça. Donc, les rituels, Marina Abramovic et tout ça. Donc, ça pourrait être le point 6. Après ça, point 7, opération de contournement des médias. Ça, j'en avais parlé dans Trumpologie 103. C'est-à-dire que, étant donné que tu arrives à la présidence et tu te retrouves devant un blocus médiatique, tu es incapable de passer ton message à la population parce que ça passe toujours par le filtre des médias et on sait comment les médias réagissent. C'est 97, 98, 99% de négatifs. Ils détournent complètement le propos de Donald Trump. Et tu ne pourrais jamais communiquer avec ta base si tu n'avais pas une opération comme Q qui donne qui donne en fait les fondements du code Trump. À partir du moment où tu comprends le code Trump, tu n'as plus besoin de Q, puis il y a des régularités, puis tu comprends comment ça fonctionne. Mais pour que les gens comprennent que des fois, il y a par exemple, si tu accuses Kim Jong-un tu dis que tu vas faire sauter la Corée, puis finalement, tu ne veux pas le faire, bien, tu as besoin d'une courroie de transmission pour informer ta base en disant non, c'est un jeu d'acteurs, etc. Ne vous en faites pas. Puis s'il n'y avait pas eu Q puis ce genre d'informations-là, rien n'aurait été possible parce que tout serait passé par les médias et la désaffectation aurait été complète. Déjà que c'est difficile présentement de maintenir de hold the line, là, parce que tout le monde part dans tous les sens. Imaginez s'il n'y avait pas eu Q. Là. Regardez dans la dissidence, entre guillemets, là, toutes les propos sur Trump complètement ridicules qui reposent sur rien, les gens qui partent en couille ça, c'est malgré Q. Imaginez s'il n'y avait pas eu ça. Ça aurait été, il y avait juste eu les médias, ça n'aurait pas été possible. Donc, opération de contournement des médias, j'expliquerai ça. Après ça, point 8, réaction des médias et de l'État profond. Donc, on vilipendie Q et on crée le 6 janvier. Pas le 6 janvier. On vilipendie Q, on les fait passer pour des fous et on fait fermer 8chan. Donc, on essaie de lui faire fermer la gueule, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Après ça, là, c'est le code Trump. Art de la fausse chicane avec post à l'appui, effet miroir avec post à l'appui, se servir, retourner ses ennemis comme Mueller, Biden, etc., potentiellement même Bill Barr. Donc, au lieu de détruire ses ennemis, c'est se servir de ses ennemis et les retourner. Après ça aussi, il y a la notion de la pédagogie. Dans le code Trump, ça, c'est ce que Q appelle optics. C'est important. Donc, le travail de pédagogie sur les gens ordinaires, là, les normies. Après ça, la double trame narrative, risque zéro. Ça, on nous a montré ça dans plusieurs posts, là, que c'était prévu d'avance. Et donc, qu'il y avait par exemple, avec l'Iran, quand il y a eu cette espèce de rixe avec Soleimani, j'ai été capable de dire qu'il ne va rien se passer parce qu'un mois avant, en décembre 2019, Q disait « back channels are important ». Là, tu sais que c'est comme si tu comprends back channels, les communications en coulisses sont importantes, tu comprends la crise des missiles de Cuba, etc. C'est un background un peu là, en géopolitique. Tu comprends que c'est la fausse chicane et il y a un risque zéro, comme avec Kim Jong-un, etc. Donc, la notion du risque zéro. Distanciation, main propre, Trump doit avoir aussi, je pense qu'on peut retrouver ça dans les posts aussi, Trump doit avoir les mains propres, il ne peut pas avoir l'air du dictateur, alors que les personnes en dessous de lui peuvent faire le travail, etc. Donc, et c'est ce que les Black Pills ne comprennent pas. Après ça, on pourrait parler du 16 janvier, comment ils ont essayé de faire passer ça sur le dos, une révolution colorée en essayant de faire passer ça sur le dos de QAnon. Et finalement, guerre de 5e génération, la nation en armes et aussi peut-être les résultats. Donc, c'est à peu près ça, que j'ai jeté ça sur papier avant d'entrer en onde. Je ne prétends pas que c'est exclusif. En fait, il y a des soldats digitaux aguerris dans l'auditoire de Radio-Québec qui peuvent me faire des suggestions. On prendra ça en considération, puis on verra si on fera ça éventuellement, une vidéo là-dessus. On rappellera aussi que les Black Pills, tu sais, quand Trump libère les otages et tu as le cessez-le-feu comme ça ici, que disent les Black Pills qui disaient, rappelez-vous, je veux juste mentionner ça parce que c'est les Black Pills sur l'économie qui dit « Ah, il est en train de causer la ruine, tout va mal, etc. » Après, les Black Pills sur la paix, la guerre, je dis ça parce que je les vois, les montages vidéo, où il dit « Cossette dit que la paix s'en vient », puis là, tu as comme un bombardement qui fait 3 morts ou qui fait 32 morts. Là, c'est comme Cossette a dit que, ben oui,
Et finalement, c'est ça, c'est difficile, mais on y arrive. Que disent les Black Pills? Que dit Jean-Dominique Michel? Que disent probablement rien? Ils sont probablement trop orgueilleux pour reconnaître que c'était ça qui était l'objectif depuis le début. Ça n'a jamais été un objectif de génocide. C'est pas ça. Ça n'a jamais été... Tous ceux qui ont fait de l'enflure verbale, là, ça n'a jamais été ça. Ça a été extrêmement douloureux. Pour les raisons que j'ai expliquées dans les webjournaux sur Gaza, etc., je ne reviendrai pas là-dessus, mais l'objectif, ça a toujours été ça, parce que Trump veut le prix Nobel. Voilà. Et donc, ces gens-là ont toujours tort. Comme l'a admis, c'est pas Frank Zappa, c'est comment il s'appelle, François-Olivier Zappa, là, chef d'antenne de TVA. Il l'a admis finalement. Trump a raison sur le long terme. Et donc, avec Trump, il ne faut jamais réagir rapidement. Il faut toujours... Il faut regarder, il faut comprendre un peu le bonhomme, où est-ce qu'il s'en va. Le gars pense à long terme tout le temps. Nous, on pense à court terme, mais Trump pense à long terme. L'objectif, c'est la paix et la prospérité. Je l'ai déjà dit, si tu veux oublier le code Trump, là, le logiciel fondamental, c'est l'axe des X, c'est la paix, puis l'axe des Y, c'est la prospérité. Tu sais, comme un axiome, là, XY, là, paix, prospérité. Fait qu'on s'en va toujours vers ça. Il y a des soubresauts comme ça, mais on s'en va toujours vers la paix, la prospérité. C'est ce qu'il a annoncé dans son discours à Riyad pour le monde arabe. Paix et prospérité, paix et prospérité, paix et prospérité. Voilà. Alors, Octobre Rouge, la structure pourrie est sur le point de s'effondrer sur la tête de ces gens-là, nous dit Kash Patel, faisant référence à un pose de Q. John Bolton, à mon sens, travaille avec les Patriotes et aura une peine légère et est utilisé comme un effet miroir pour l'Espionnage Act, là, la loi sur l'espionnage, avec la vente de secrets d'État, etc., ce qui est exactement reproché à Clinton, Biden, etc. Voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h22. Alors, on va remercier ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. C'est super apprécié. Comme on l'a dit en début de Web Journal, on est dans le rouge et on expliquera la semaine prochaine qu'est-ce qui advient avec ça. Ça pourrait menacer la survie de Radio-Québec. On vous expliquera ça. Entre-temps, si vous avez... je ne m'adresse pas à ceux qui... les noms qu'on voit revenir, etc., puis qu'on voit même les noms qu'on voit occasionnels. Sentez-vous pas mal non plus si vous ne pouvez pas, mais je pense qu'il y a comme dans il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent les webjournaux de Radio-Québec. Il y a des centaines, c'est sur Rumble. Juste sur X, là, nos webjournaux font entre 100 et 250 000 vues, juste sur X. Ça, c'est sans compter Rumble, c'est sans compter les autres plateformes. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de trouver des gens qui n'ont pas le souci de la survie de Radio-Québec là-dedans. Voilà. Alors... il y a différentes façons de le faire. Vous le savez comment faire. Il y a par la poste, il y a par Interact. C'est pas comme si on n'avait pas multiplié les moyens de... Et donc, il y a du Bitcoin, il y a comme PayPal et par le site, via Stripe, etc. Ça serait fortement apprécié. On reviendra là-dessus plus en détail. On donnera plus de détails la semaine prochaine sur nos finances et pourquoi c'est difficile. Voilà. OK? Et on s'excuse, encore une fois, des fois, les gens nous écrivent. Juste ma difficulté de... Des fois, les gens m'écrivent et puis il faut que je fasse ce mea culpa-là à intervalles réguliers. C'est difficile. Les gens disent des fois, c'est difficile de me rejoindre. Oui et non. La façon la plus facile de me rejoindre, c'est généralement sur X, quand tu réponds en dessous d'un des tweets ou etc. Je réponds assez rapidement, même en message privé, je réponds rapidement si on est un compte, si on suit tous les deux. Mais souvent, j'ai tellement de notifications, tellement de courriels, que souvent, par exemple, je vais prendre connaissance d'un courriel à un feu rouge. Oui, je regarde mon cellulaire au feu rouge. Et puis, à partir du moment où est-ce que je reviens à la maison, il y a comme d'autres choses qui se sont passées. Et donc, il faut souvent me relancer sur... c'est pas parce que j'ai comme vu votre notification que je l'ignore ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui sont passées entre-temps, puis j'ai répondu à d'autres personnes ou je suis dans une chicane sur Twitter avec Stanislas Berton. Et il y a des gens qui disent, mais c'est pour ça, des fois, je réponds autant que je peux. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les conditions soient bonnes pour que je réponde. Il faut que,
si ça fait genre, je réponds que ça fait comme 7-8 personnes que je réponds, la 10e personne, je vais dire, je vais répondre, je vais regarder son truc, puis je vais répondre plus tard, finalement, je ne reviens pas nécessairement, etc. Bon, ça, c'est pour ça, je m'en excuse, je fais de mon mieux. Et l'autre truc, c'est des personnes qui disent qu'il s'est fait pirater son compte sur Twitter. Non, j'argumente, asti. Comprenez-vous, je suis sanguin, j'argumente, et puis quand on me fait la morale, généralement, j'aime pas ça. J'aime pas ça me faire prendre de haut, me faire prendre la morale. Puis ouais, je bloque. Mais c'est pas juste ça. Il y a des gens qui disaient on ne reconnaît pas Alexis sur Twitter. Alexis est tellement gentil, etc. Eh oui, quand tu es en train d'argumenter, c'est pas la même chose, là. Tu sais, je veux dire, quand on est entre amis puis on prend un bon verre d'eau entre amis, c'est comme, c'est super détendu. Mais après ça, quand tu es sur Twitter puis tu argumentes, puis que ça fait comme genre 6 personnes qui te rentrent dedans, ben c'est comme, c'est moins, tu es un petit peu plus sec, là. Donc, quand les gens disent, c'est pas Alexis s'est fait pirater son compte, je trouve ça tellement drôle. Non, c'est vraiment moi. Full salopard. OK, voilà. Oui, Rumble, moi, j'ai la version payante de Rumble. C'est un compte payant, ouais, pour streamer comme je le fais. Il y a on a plusieurs factures comme ça. Ouais. Parce que si tu ne prends pas le compte payant sur Rumble, tu as un maximum de mégabytes par mois. Et puis, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont payants dans le setup qu'on a. C'est un setup professionnel. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donnez-nous nos idées pour les 17 points. Vous pouvez carrément m'envoyer votre propre liste des 17 points. Et puis, je verrai si c'est faisable. Et puis, si l'actualité me le permet, on fera ça pour ne pas laisser les Stanislas Berton de ce monde définir c'est quoi QAnon. Voilà. Allez, la gang. 1h27. On se donne rendez-vous cette semaine. J'ai des entrevues. J'ai pas mal d'entrevues cette semaine. Il n'y aura probablement pas de web journal. Ça va être dimanche prochain. Et puis, voilà. Allez. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. Merci à ceux qui nous aident. Merci. Juste avant de finir comme ça, quelqu'un disait, si Nostradamus disait, je ne dois pas faire beaucoup d'argent avec Rumble. Moi, je mets pas de publicité sur Rumble. Les gens se plaignent des publicités. Pendant un certain temps, il y avait des publicités. Puis là, les gens disaient, on n'est pas capable de regarder. Il y a trop de publicité. Et puis, je mets toujours pas de publicité. Fait que j'ai 0 sous de Rumble. Il n'y a pas juste ça. Il y a Twitter puis il y a Facebook qui m'ont empêché la capacité de faire des directs. Alors, je suis pas capable de faire des directs. Ça ne connecte pas. Je suis pas capable de faire des directs sur X. J'ai été puni pour ça. Puis, je suis pas capable de faire des directs sur Facebook non plus. J'ai été puni. Donc, j'ai pas de revenus. J'ai vraiment juste les contributions des auditeurs de Radio-Québec. Allez, ciao.